Pablo Escobar est sûrement le baron de la drogue le plus connu de l'histoire. C'est un homme qui a suscité le respect et l'admiration parmi ses partisans, tout en créant simultanément la peur et l'indignation dans le cœur de ses rivaux. Et je peux vous dire qu'ils étaient nombreux. Qu'on l'aime ou le déteste, il a laissé une grosse marque de son passage sur Terre, en Colombie et aux États-Unis. Mais à quel point connaissez-vous vraiment Pablo Escobar? Et je vous vois venir. Je parle pas seulement des choses que vous auriez pu apprendre en regardant Narcos, hein. Bref, voici 10 choses incroyables que vous ne saviez pas sur le roi de la cocaïne, Pablo Escobar. Numéro 10. Des chiffons à la richesse. Pablo Escobar est devenu infiniment riche, et il a sûrement goûté à tous les plaisirs de la vie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pablo est né pendant une guerre civile en Colombie appelée la Violencia. Pas besoin de savoir parler couramment espagnol pour comprendre ce que ça signifie. Une guerre de 10 ans entre les conservateurs et les libéraux qui a fait 200 000 morts et plongé de nombreux survivants dans une grande pauvreté. Pour rendre les choses encore plus difficiles, Pablo était le 3e des 7 enfants de sa famille, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup de bouches à nourrir, mais pas beaucoup de nourriture. Le frère de Pablo, Roberto Escobar, explique que son frère était un penseur et l'enfant tranquille de la famille. L'un des premiers plans business de Pablo était de voler des pierres tombales en grattant les noms du défunt et ensuite de les revendre comme si elles étaient neuves. Mais bon, il n'y a pas un énorme marché de pierres tombales d'occasion, donc inévitablement, les drogues ont pris le relais comme business principal d'Escobar. Numéro 9, un fournisseur majeur. Le nouveau secteur d'activité de Pablo comptait beaucoup de clients réguliers dont la majorité vivait aux États-Unis et étaient prêts à payer beaucoup plus cher pour se faire livrer leurs substances. La demande de cocaïne était même supérieure à celle du café en Colombie. Rendez-vous compte! Et le cartel de Medellín faisait de la contrebande de plus de 15 tonnes de drogue aux États-Unis tous les jours. Escobar payait les douaniers et les gardes-frontières pour fermer les yeux, à moins qu'ils ne choisissent la mauvaise option. C'est d'ailleurs de là que vient la fameuse phrase de Pablo, plata o plomo. L'argent ou le plomb. Je vous fais pas un dessin. La ligne d'approvisionnement d'Escobar a rapidement disparu. Les experts disent que 80% de la cocaïne américaine a été à un moment fournie par le cartel d'Escobar. Sa ligne d'approvisionnement se composait de 142 avions, 20 hélicoptères, 32 yachts et 141 maisons et bureaux bâtiments. Numéro 8. La paix des pilotes. Évidemment, même s'il avait une bonne partie de la police de son côté, Escobar avait besoin de pilotes qui pouvaient faire voler son produit aux États-Unis et prendre le risque de se faire prendre. Pablo lui-même a accompagné ses premières livraisons jusqu'au Panama, mais il a bientôt rassemblé quelques pilotes de confiance qui voleraient jusqu'aux États-Unis en son nom. Et leurs avions avaient leurs pneus remplis de cocaïne qui seraient ensuite échangés contre de l'argent à la livraison et retournés en Colombie. Parfois, le cartel exportait également des jeans pour essayer de noyer un peu le poisson et pour les revendre ensuite aux États-Unis. Pas à nous, Pablo. Numéro 7. L'un des plus grands. Après avoir construit son empire colossal, Escobar a commencé à se mélanger avec une grande entreprise colombienne et a même essayé de devenir un politicien à un moment donné. En 1987, sa fortune était estimée à plus de 2 milliards de dollars. Ça peut paraître peu entre guillemets quand on voit la fortune des milliardaires actuels, mais pour l'époque, c'était phénoménal. Il est même apparu parmi les 100 personnes les plus riches du monde sur le magazine Forbes. Pour dire à quel point son trafic était parfaitement ficelé, il pouvait même afficher sa fortune au grand public. Forbes l'a décrit comme un grand homme puissant et attractif, habillé avec des chemises de rugby, des pantalons chino et des baskets, tout ce qu'il y a de plus basique. Ils l'ont même flatté d'être un modèle de réussite dans un pays aussi dur et violent que la Colombie. Un autre père fondateur du cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa, se trouvait également sur la liste en tant que 2e des 2 milliardaires colombiens à y figurer, même après avoir reçu 3 actes d'accusation fédéraux en Amérique. Escobar a pu garder sa place sur la liste de Forbes pour 7 années consécutives, assez curieusement. Et ils ont même prédit sa chute en 1993, disant que, tout comme ses camarades milliardaires du cartel qui sont maintenant en prison, Escobar devrait bientôt quitter cette liste. Numéro 6. Une maison pour les hippopotames. Des souvenirs de l'empire d'Escobar peuvent encore être retrouvés en Colombie aujourd'hui, mais je parie que vous ne pensiez pas que l'un d'entre eux pouvait être un groupe d'hippopotames sauvages. Le chef du cartel avait son propre zoo dans son domaine de 2000 hectares, connu sous le nom de Napoles Hacienda. Il contenait de nombreux animaux exotiques comme des antilopes, autruches, éléphants, girafes et des hippopotames. Quand Escobar est tombé, de nombreux animaux ont reçu une nouvelle maison, mais 24 hippopotames se sont échappés et ont commencé à se reproduire en bas de la rivière, qui fut surnommée les hippopotames de cocaïne. Ils sont maintenant le plus grand groupe d'hippopotames sauvages en dehors de l'Afrique. Incroyable. Numéro 5. Un problème de rats très coûteux. Ça nous est tous arrivé de perdre un petit billet de 10 € de temps en temps. Mais quand vous stockez des montagnes d'argent liquide comme le cartel de Medellín, cela crée un problème unique. Selon le frère et comptable de Pablo, un certain Roberto, Pablo gagnait tellement que chaque année, il perdait 10% de l'argent parce que les rats le mangeaient dans la planque ou parce qu'ils étaient endommagés par l'eau, ou qu'ils étaient même perdus. Dites-vous bien que chaque année, les rats mangeaient plusieurs milliards de dollars, qui étaient totalement irrécupérables. Pablo a fait confiance à son frère Roberto pour gérer ses finances, mais finalement, c'est Roberto qui a fini par être le plus gros rat de tous. Comme l'a déclaré le fils de Pablo, Sébastien, dans son livre intitulé « Pablo Escobar, mon père », il dit « Mon oncle Roberto Escobar était l'informateur officiel de la DEA et a activement contribué à livrer Pablo à ses ennemis. » Numéro 4. Un feu de camp très coûteux.
Pablo Escobar n'était pas connu pour être un radin. Il a distribué son argent et payé ses employés et ses ennemis potentiels très gracieusement. Il était aussi un père de famille très dévoué selon son fils, et il chérissait son cercle intime par-dessus tout, même par-dessus l'argent. Quand lui et sa famille étaient en fuite, ils se sont enfermés dans une cachette dans les montagnes. La petite sœur d'Escobar, Manuela, est tombée malade d'hypothermie. Selon le fils de Pablo, le baron de la drogue a immédiatement pris 2 sacs remplis d'environ 2 millions de dollars en espèces et a utilisé ces sacs pour allumer un feu pour que sa famille puisse se réchauffer. Vous avez les larmes aux yeux, hein? On sait aussi qu'il a également bandé les yeux de sa famille lors d'un voyage entre les lieux afin qu'ils ne puissent pas dire à la police où il se cachait si l'un d'entre eux était capturé. Escobar était un peu paranoïaque. Un de ses dictons célèbres était « Vaut mieux une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis », une phrase qui est souvent reprise dans la série Narcos. Numéro 3, un gros budget fourniture. Tout homme d'affaires qui se respecte se doit de prendre en compte les dépenses de voyage, la publicité, les fournitures de bureau, tout ça. Mais pour vous donner une idée de combien le cartel de Medellín faisait, dites-vous bien que 2500 €, soit presque le double du SMIC en France, étaient utilisés, tenez-vous bien, pour des élastiques afin d'enrouler les liasses de billets. Dites-vous bien que 100 élastiques coûtent 90 centimes. Je vous laisse faire le calcul. Ce n'est pas surprenant que de nombreux Colombiens adoraient Escobar et le voyaient comme une sorte de Robin des Bois. Même la petite fraction de l'argent qu'il donnait par rapport à ce qu'il gagnait était suffisante pour aider à construire quartiers, maisons, écoles et même hôpitaux. Il est également le fondateur de l'équipe de foot de Medellín, Atlética Nacional. Et quand on sait à quel point le football est important en Colombie, on comprend beaucoup mieux. Et en apprenant la nouvelle de la mort d'Escobar, 20 000 habitants se sont réunis à son cimetière local pour lui rendre hommage. 20 000 personnes pour le plus gros baron de la drogue de l'histoire, responsable notamment de milliers de morts, d'un détournement d'avion et de bien d'autres crimes. Incroyable. Numéro 2, une prison personnalisée. Lorsque les tensions entre Escobar et le gouvernement colombien étaient à un niveau très haut, plutôt que de risquer une extradition vers les États-Unis et une vie probable derrière les barreaux, Pablo a utilisé son pouvoir pour négocier sa propre reddition et obtenu une peine de prison de 5 ans. Déjà, c'est impressionnant qu'il ait réussi à obtenir seulement 5 ans avec toutes les appellations contre lui. Ça en dit déjà long. Mais ce n'est pas tout. Il a accepté de purger sa peine de prison si et seulement si il pouvait construire sa propre prison, dirigée par ses propres gardes, surplombant sa propre maison familiale. C'est dingue l'audace de ce mec. Quand on voit comme il est admiré encore maintenant, et ça malgré les dizaines de milliers de morts que lui et son cartel ont causé. Avec toutes les accusations de trafic évident et bien d'autres crimes, Escobar a échappé aux autorités des dizaines de fois. Il causait tellement de ravages dans le pays que le gouvernement a cédé à ses caprices et la prison a été construite selon toutes ses demandes. Et vous vous en doutez, cet endroit n'a rien d'une prison. Il en a fait un paradis pour lui-même et son équipe, qu'il a même surnommé Club Medellín. Il avait un terrain de foot, une discothèque, un jacuzzi, un spa, un bar, et la cellule de Pablo était l'équivalent d'une suite de luxe dans un 5 étoiles. Une ligne téléphonique et un service de fax permettent même au roi de s'occuper de son business de l'intérieur de la prison. Quand ils ont appris le mode de vie que Pablo menait en prison, le gouvernement colombien a tenté de déplacer Escobar dans une installation militaire. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Une fusillade pendant le transfert a permis à Pablo et ses hommes de s'échapper à travers les montagnes et de partir en cavale. Numéro 1, un trésor enfoui. De toute évidence, la fortune de Pablo était vraiment énorme. Elle était estimée à environ 30 milliards de dollars à un moment donné. Mais la vérité est que personne ne sait avec certitude combien il a vraiment gagné. Donc ce chiffre peut être beaucoup plus gros. Personne ne le sait. Une grande partie de l'argent qu'il a gagné n'a toujours pas été comptabilisée. On estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1,3 milliard encore enterré quelque part sur le sol colombien. Le gouvernement colombien a déjà trouvé plus de 100 millions de dollars d'armes à feu, de bijoux en or et de barils d'argent qui ont été enterrés par Escobar et son associé. Ils utilisent même un sonar et des dispositifs hyper pointus pour essayer de localiser le reste de sa fortune. En vrai, je sais pas vous, mais je me ferais bien un petit voyage en Colombie avec un détecteur de métal et une pelle, un de ces quatre. Franchement, ça se tente, hein. Tout comme l'empire de Pablo quand il a finalement été abattu sur les toits de Medellín, cette vidéo est terminée. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est loin d'être la dernière vidéo. C'était le Lux FC, à bientôt.